Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séquence du cours de traitement statistique, géostatistique et approche système. Je m'appelle Guillaume Comment, je suis professeur à l'école de géologie et je vais donc vous présenter dans cette séquence une introduction à la géostatistique. Pour commencer, considérons le problème de l'estimation à un point. Nous avons un point de mesure en x et nous cherchons à estimer une valeur inconnue en x plus h. La variance d'estimation est donnée par la formule qui s'affiche à l'écran et on voit que cette variance est égale à 2 fois le semi-variogramme. En d'autres termes, le variogramme mesure comment le point de données en x informe n'importe quel point en x plus h et avec quelle fiabilité cette information peut être prise en compte. Si l'on revient à notre exemple du nuage, nous avons calculé des variogrammes empiriques. Alors les choses qu'on peut dire à partir de là sont d'une part que le palier des variogrammes empiriques n'est pas strictement égal à la variance. On voit de l'anisotropie, on voit des différences de portée, et on n'a pas de problème d'échantillonnage, donc on ne peut pas mettre ça sur le compte du fait d'un échantillonnage qui soit trop parcellaire. On peut donc en déduire qu'il y a une anisotropie à la fois géométrique et zonale, et sans doute que notre domaine n'est pas tout à fait stationnaire. On a des composantes de basse fréquence et on a des tendances qui apparaissent sur cette image. Le problème du variogramme empirique apparaît si l'on zoome sur ces différents variogrammes. On voit qu'on a calculé des valeurs du variogramme pour un ensemble de distances prédéfinies, et par conséquent, on n'est pas capable de prédire la variance d'estimation ou de caractériser la variabilité spatiale pour n'importe quelle distance sur l'ensemble du domaine. On a donc besoin d'une fonction continue qui approxime ces variogrammes empiriques, un peu de la même manière qu'un histogramme est issu d'échantillons, il est issu d'un certain nombre de paramètres de calcul, la taille des bins de l'histogramme ou la largeur des barres de l'histogramme, et qu'à partir de là, on peut ajuster des modèles mathématiques à cet histogramme pour faire des prédictions. Donc, ce que nous allons faire à présent, c'est utiliser des fonctions mathématiques pour décrire un modèle continu de variogramme. Le premier de ces modèles est un modèle théorique de pépite pure, dans lequel il n'y a strictement aucune corrélation spatiale. Donc le palier est atteint pour une distance de séparation très faible, et donc on a notre modèle qui est constant et qui est égal à la variance. On parle alors de bruit blanc et on a une absence totale de corrélation spatiale. Un deuxième modèle couramment utilisé est un modèle exponentiel qui augmente, comme son nom l'indique, exponentiellement avec la distance de séparation. Vous voyez sur l'image en dessous un exemple d'un champ aléatoire correspondant à une variabilité exponentielle et donc à un modèle de variogramme exponentiel. Vous voyez que ce champ aléatoire est relativement bruité. On a les valeurs voisines qui sont relativement corrélées, relativement similaires, mais on a quand même un certain niveau de bruit et une augmentation de la variabilité assez rapide lorsque l'écart entre les points augmente. Troisième modèle sphérique, on a une augmentation qui est moins rapide, qui est linéaire près de l'origine. Donc on est moins rapide que dans le cadre exponentiel et on se stabilise encore une fois vers un palier. Donc avec la même anisotropie et les mêmes portées que dans l'image précédente, on voit un modèle et un domaine légèrement moins bruité qu'avec un modèle de variogramme exponentiel. Enfin, dernier modèle couramment utilisé, le modèle gaussien, qui n'a rien à voir avec la distribution gaussienne, si ce n'est la forme. On a une forme qui ressemble à une loi gaussienne cumulée, mais le sens de ce variogramme gaussien est bien de décrire la variabilité spatiale. On a des valeurs très faibles pour des petites distances de séparation et qui, au bout d'un moment, se mettent à augmenter pour atteindre le palier. Donc avec les mêmes directions d'anisotropie que précédemment, on a un champ aléatoire
gaussien correspondant, qui est beaucoup plus lisse que ce que l'on obtenait avec les modèles exponentiels ou sphériques, et qui traduit justement ce comportement tangent à l'origine du variogramme. Dans les exemples que nous avons vus précédemment, la fonction mathématique décrivant les variogrammes ne dépendait que de la distance. Or, nous avons montré des images dans lesquelles il existait une anisotropie. Alors, comment avons-nous fait? Par rapport à une fonction qui dépend que de la distance, nous sommes dans un cadre isotrope, omnidirectionnel. D'accord? Donc, le modèle de variogramme mathématiquement est défini dans ce cadre-là, et on peut se ramener au cas où on a normalisé la distance de manière à ce que les portées du variogramme soient les mêmes, quelle que soit la direction qui nous intéresse. Si l'on est dans un cadre où ces portées sont différentes, on va pouvoir faire une mise à l'échelle, donc dilater dans certaines directions, de manière à dilater les portées dans les directions principales d'anisotropie. Et comme ces directions ne sont pas forcément alignées sur les axes du système de coordonnées, il va falloir également effectuer une rotation. Donc ces transformations peuvent se faire dans un sens comme dans l'autre, et elles nous permettent de passer d'un point à une coordonnée hx, hy dans un espace anisotrope, le point rouge qui est ici, de le faire tourner pour se ramener dans un espace où les directions d'anisotropie sont ramenées sur les axes du repère des coordonnées géographiques, et on les divise ensuite par les portées du variogramme pour se ramener au cas isotrope où les portées sont ramenées à 1. Et donc ça peut se faire par le produit matriciel qui est écrit en bas de la diapositive. À partir de là, le variogramme des coordonnées dans l'espace isotrope est défini à partir d'un variogramme isotrope où toutes les portées ont été ramenées à 1, qui s'appuie sur les coordonnées h'x et h'y, donc qui est simplement la distance dans ce domaine isotrope où on a normalisé les portées du variogramme. Donc voilà une vision un peu plus graphique de l'anisotropie pour obtenir l'image qui est en haut à gauche, qui est définie dans un cadre où on a une direction principale d'anisotropie, une direction maximale de continuité qui est à peu près à nord 60. On a fait une rotation de cette image de 60 degrés vers la droite. Ensuite, on a réalisé une mise à l'échelle pour se ramener au cas isotrope. Et c'est dans cet espace qu'on a fait le modèle, qu'on a défini la fonction de covariance et la fonction de variogramme. Et on a fait les transformations inverses pour ramener les pixels au bon endroit. Dans certains cas, on a affaire à des domaines où il n'est pas possible de caler un des modèles de variogramme vus précédemment à la variabilité spatiale obtenue ou caractérisée par les variogrammes empiriques. C'est par exemple le cas de l'image de gauche qui montre une variabilité spatiale assez compliquée. Et dans ces cas-là, on peut considérer que cette fonction aléatoire est en fait une combinaison linéaire de deux fonctions aléatoires plus simples qui, elles, peuvent être décrites à l'aide de modèles de variogrammes vus précédemment. Donc, ici, nous voyons un modèle plutôt exponentiel et un modèle plutôt gaussien. Et on va considérer que la fonction de gauche est égale à 50%, est composée à 50% de chacun de ces deux modèles. Donc en général, on peut exprimer une fonction aléatoire comme la somme d'un ensemble de fonctions aléatoires indépendantes. Et la bonne nouvelle est que dans ce cas-là, on a une expression analytique qui nous permet de connaître la covariance spatiale ou le modèle de variogramme de la fonction aléatoire totale, qui elle aussi est une combinaison linéaire des variogrammes de chaque fonction aléatoire. Un exemple sur notre nuage. On peut identifier à partir du variogramme empirique une première structure spatiale qui est anisotrope, qui a une portée horizontale, donc en azimut 90 degrés, de 250 pixels,
et une portée verticale de 120 pixels, et qui est de type sphérique, c'est-à-dire qui augmente linéairement avec la distance. Et on peut lui rajouter une seconde structure à plus grande portée qui est de type gaussien, qui a une portée horizontale de 580 pixels et une portée verticale de 400 pixels. Donc la superposition de ces deux structures correspond à peu près, donc chacune explique à peu près 50% de la variabilité spatiale. On a aussi une combinaison homogène des deux structures. Et on voit, avec la courbe bleu fin sur les variogrammes situés en bas à gauche de l'image, que cette structure explique relativement bien les variogrammes empiriques. Elle les explique bien pour des faibles distances de séparation, et on commence à avoir des écarts au variogramme empirique pour des plus grandes distances, mais c'est pas très grave, parce qu'on a vu que le domaine n'était pas complètement stationnaire, on passe au-dessus du palier théorique. Donc ce qui est important quand on fait du calage de modèles de variogramme, c'est surtout d'honorer ce qui se passe pour des faibles distances, parce que c'est là où la corrélation va avoir un impact sur les prédictions spatiales. Après avoir vu les différents types de modèles de variogramme, nous pouvons donc compléter notre guide pratique de calcul. Je ne reviens pas sur les éléments précédents de calcul du variogramme expérimental. Pour l'identification des structures, ça pourrait être important d'essayer de faire un lien avec la géologie. Est-ce qu'il y a des processus géologiques ou des concepts qui permettent de justifier ou d'expliquer la présence de différentes longueurs de corrélation qui se superposent? Et la question qui va se poser, c'est d'établir la contribution relative de ces différentes structures spatiales ou de ces différents modèles de variogramme. Pour cela, la méthodologie, qui est décrite plus en détail dans l'article de Greengarten et Deutsch, consiste à identifier le palier correspondant à chaque structure, donc quel est le pourcentage de la variabilité qui est expliquée par chaque structure de variogramme. Ça sera la première chose qu'on va essayer de caler. La deuxième chose qu'on va caler une fois qu'on aura fait ça, ça sera la portée de chaque variogramme et le type de chaque modèle de variogramme. Et il va falloir faire ça dans un cadre potentiellement anisotrope, c'est-à-dire que les différentes structures n'auront pas forcément la même orientation. Et donc il va y avoir une étape d'ajustement des modèles de variogramme qui pourra se faire soit à la main, soit par une méthode automatique, une méthode d'inversion ou de calage de paramètres. On verra ça plus en détail en TD. Il ne faut pas perdre de vue, quand on fait un calage manuel, que chaque point du variogramme a une représentativité statistique qui lui est propre. Encore une fois, chaque point du variogramme provient d'une moyenne et donc a une fiabilité propre. Et donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte quand on va essayer d'ajuster des modèles mathématiques à des variogrammes expérimentaux. En résumé de cette séquence sur la modélisation variographique, on a vu qu'il existait plusieurs fonctions mathématiques continues pour décrire analytiquement la variabilité spatiale, à commencer par le modèle de pépite pure, dans lequel il n'y a pas de corrélation du tout, le modèle exponentiel dans lequel il existe une corrélation mais elle décroît très rapidement lorsque la distance de séparation augmente, le modèle sphérique où la corrélation décroît linéairement avec la distance, et le modèle gaussien où la décroissance est très faible avant d'accélérer, et ça correspond donc à un phénomène spatial lisse. L'utilisation de ces modèles est très importante pour faire la prédiction spatiale, on verra ça dans le cours suivant. Dernier point, on peut représenter la variabilité spatiale sous forme d'une ellipse ou d'un ellipsoïde en 3 dimensions, dont les axes représentent les portées du variogramme. Si on revient au plan global du cours, on a parlé d'analyse de données, d'analyse spatiale, on a parlé des modèles statistiques et de l'inférence des variogrammes et de la modélisation des variogrammes. On a donc toutes les armes pour, au prochain cours, aborder les problématiques de remplissage pour estimer ou simuler des valeurs non échantillonnées lors des campagnes d'acquisition.